Au sommaire de ce journal, la Côte d'Ivoire célèbre la Journée mondiale sans tabac édition 2024 ce vendredi 7 juin. Occasion pour les organisateurs de primer les gagnants du concours Plume anti-tabac du RECLE-TASSU. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a lancé ce même vendredi à l'hôtel du district Haut Plateau la Journée internationale de la biodiversité. Forum Repas 2024, l'immobilier au cœur des échanges de la deuxième édition. Et puis nous parlerons de l'effondrement des immeubles à Abidjan avec l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire qui fait un constat. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous pour l'actualité sur Business 24 Africa. 1,3 milliard de personnes utilisent des substances nicotiniques, parmi elles 37 millions de jeunes 13 à 15 ans dans le monde. Il faut couper la transmission intergénérationnelle du tabac et pour cela, il faut protéger les enfants contre ce fléau. C'est du moins le vœu de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, à travers la Journée mondiale sans tabac, édition 2024, qui s'est focalisée sur la protection des enfants contre l'ingérence de l'industrie du tabac cette année. En Côte d'Ivoire, la journée a été célébrée ce vendredi 7 juin 2024, occasion pour les organisateurs de primer les gagnants du concours Plume anti-tabac du RECLE-TASSU. Le récit de Issa Badini. Le tabac est une menace pour l'économie. Industrie du tabac, jusqu'à quand vous allez arrêter de tuer nos populations? Voilà entre autres ce qu'on peut lire sur les pancartes de cette marche qui a pris pied au carrefour Saint-Jean de Cocody et jusqu'à la salle casino du Sofitel Hôtel Ivoire. Journée mondiale anti-tabac en différé, mais le message reste le même. Protégeons les enfants contre l'ingérence de l'industrie du tabac, tel que voulu par l'OMS cette année. Nous sommes conscients que les jeunes de la région sont exposés aux produits du tabac du fait de vastes campagnes menées sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de diffusion en continu, ainsi que les interventions d'influenceurs sur ces mêmes réseaux sociaux pour faire la promotion clandestine des produits du tabac auprès des jeunes. Cela représente une menace majeure pour la santé et le bien-être de la jeunesse. Journée mondiale anti-tabac, pour le ministre de la Santé de Côte d'Ivoire, président de la cérémonie, son pays a fait d'énormes efforts en matière de lutte contre le tabagisme. Cependant, reconnaît-il, le fléau est loin d'être à terre. C'est une industrie qui existe et voilà pourquoi le thème est à propos. Le thème, c'est l'ingérence de l'industrie dans la lutte contre le tabagisme dans nos pays. Il faut que nous soyons vigilants d'abord, mais également nous devons redoubler d'efforts et d'ardeur dans la lutte, mais associer surtout les personnes concernées. Je pense que la jeunesse est mieux outillée à nous donner des canaux et une vraie stratégie de lutte, et c'est ce que nous sommes en train de faire. En effet, la Côte d'Ivoire est passée de 6 à 3% le taux d'enfants fumeurs, et chez les adultes, de 36 à moins 15%. Un progrès qualitatif. Super prix du concours Plume anti-tabac du RECLE-TASSU, dont le résultat est connu à cette occasion. Pour les journalistes et Oumar Faustin, la lutte contre le tabagisme ne doit pas avoir de répit. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où les produits du tabac connaissent, différentes formes, aussi attrayantes les unes que les autres. Et donc, nos efforts en tant que journalistes, nos efforts de sensibilisation doivent être corsés. On doit être davantage engagés. À l'échelle mondiale, selon des données de 2022, ce sont 1,3 milliard de personnes qui fument, dont au moins 37 millions de jeunes de 13 à 15 ans qui consomment l'une ou l'autre forme de tabac. 6 millions en mer chaque année, et ce chiffre pourrait atteindre 8 millions d'ici 2030 si rien n'est fait. La Côte d'Ivoire, quant à elle, peut compter sur le PNLTA, cheville ouvrière de cette journée de commémoration. Célébrée officiellement chaque année le 31 mai, la journée mondiale anti-tabac se veut une tribune de plaidoirie contre le tabac et ses dérivés, devenus au fil du temps un problème majeur de santé publique. En plein essor en Côte d'Ivoire, attirant ainsi des investissements, le secteur de l'immobilier est souvent un casse-tête pour la diaspora.
Pour permettre donc à la diaspora afrodescendante de mieux s'informer, le deuxième jour du forum RUPAT a été consacré à l'accès de l'immobilier à la diaspora. Rappelons que la deuxième édition du forum RUPAT s'est ouverte ce jeudi 6 juin 2024 autour du thème « L'investissement direct de la diaspora afrodescendante en Afrique ». Un banquier, un promoteur immobilier et un cabinet de conseil, et le débat est ouvert pour ce deuxième jour du forum RUPAT 2024. Au cœur des échanges de ce vendredi 7 juin, l'épineuse question de l'accès à la propriété immobilière par la diaspora. On a choisi de mettre ce thème-là, je dirais, lors de ce forum RIPAT. En réalité, c'est de répondre aux préoccupations de ces RIPAT à la diaspora. C'est de voir réellement qu'est-ce qu'ils vivent, quelles sont les préoccupations. Le premier investissement de la diaspora afrodescendante ou afro-européenne, le premier investissement, c'est l'immobilier, l'achat d'une maison dans le retour dans le pays. Donc cette thématique est importante. Comment sécuriser un investissement pour la diaspora dans l'immobilier? Nous avons voulu faire venir la BRCI, qui est un partenaire dans ce projet avec le cabinet PKD, voir comment la BCI peut avoir des dispositifs, des services financiers pour la diaspora. Vous savez, la diaspora veut investir dans nos pays africains, généralement. Mais vu que moi, je m'occupe que de la Côte d'Ivoire, le plus important sur la diaspora, c'est d'avoir les bons acteurs qui, à la fois, vont leur donner des bonnes informations et être auprès d'eux. Donc, d'où le rôle de Bel Avenir Consulting, à la fois d'être auprès de la diaspora, mais avec un cabinet de représentation ici en Côte d'Ivoire qui va suivre depuis la diaspora leurs projets immobiliers. Elle ne demande que de bons acteurs, des professionnels qui vont à la fois comprendre leur mindset, parce qu'il faut comprendre que la diaspora et le continent africain, c'est un peu compliqué, mais elle nous demande effectivement un accompagnement d'information et un suivi de projet sur le continent. Au nombre des participants, des afro-descendants venus des États-Unis d'Amérique, de l'Europe et des pays voisins. Bien envie d'investir dans l'immobilier, mais manque d'accompagnement financier. Épinglé, le banquier panéliste du jour se défend. Ça fait 30 années que la Banque de l'Habitat existe et ça fait 30 années que la Banque de l'Habitat finance les acquisitions et les constructions de nos compatriotes qui sont à la diaspora. Nous avons donc des produits qui sont efficients, qui ont été éprouvés au fil des années, qui sont disponibles, seulement qu'il peut avoir un problème d'information et de communication. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous participons aujourd'hui à ce repas pour dire à nos amis de la diaspora que vous pouvez rentrer en toute sécurité en Côte d'Ivoire avec la Banque de l'Habitat comme support. Mon rôle justement c'est de rassurer donc, tous ceux qui veulent acquérir donc, un bien immobilier, parce que le conservateur, son rôle c'est de garantir ses droits à travers donc, le titre foncier qu'il crée et le livre foncier dans lequel il inscrit tous ses droits. Donc c'est lui qui garantit donc, tous ses droits et qui surveille ses droits. Alors donc mon rôle a été de rassurer donc, la diaspora et de leur dire qu'il existe un livre foncier en Côte d'Ivoire depuis 1906 où le premier titre foncier a été créé. Donc c'est une institution qui marche bien et qu'on crée donc les titres fonciers et qu'on sécurise les droits immobiliers. C'est justement ça le but du forum RUPAT, lever le voile sur les secteurs porteurs afin d'inciter la diaspora à investir en Afrique. Le forum RUPAT, initié par le cabinet PKD World, est à sa deuxième édition. Le thème de cette édition 2024 est l'investissement direct de la diaspora afrodescendante en Afrique. C'était un reportage de Kone Nanorgo, Richard Akeke et Doumbia Ayuba parlant de société d'économétrie. L'édition 2024 de la Conférence africaine de la société d'économétrie a été lancée par l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan, ENCA. Un atelier de 3 jours qui se tient du 5 au 8 juin 2024 est placé sous le thème « Les défis de l'emploi en Afrique ». L'objectif est de promouvoir des solutions innovantes pour le développement économique inclusif du continent. Diane Kablancan et Tima Traoré. L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan, ONCA, a organisé en partenariat avec la Société d'économétrie l'édition 2024 de la Conférence africaine de la Société d'économétrie AFES du 5 au 8 juin 2024. Cet événement de grande envergure qui a vu réunir des chercheurs et décideurs de toute l'Afrique et de l'Occident autour du thème central, les défis de l'emploi en Afrique,
vise à promouvoir la culture de l'analyse économique basée sur des méthodes quantitatives avancées à travers le continent africain en favorisant la synergie entre les chercheurs africains et en exposant leurs travaux à un public international. En collaboration avec Econometry Society, 2 grands événements scientifiques à l'université d'été en économétrie. Par ailleurs, nous étions les premiers donc, en Afrique à pouvoir l'organiser et c'est la 3e session donc, pour cette année 2024. Et ensuite, il y a eu la conférence africaine de la société d'économétrie, l'édition 2024, que nous avons l'honneur d'abriter. C'est 2 événements scientifiques majeurs dans lesquels on réunit pour le premier des éminents scientifiques à la frontière de la connaissance pour partager ces connaissances avec des jeunes chercheurs, des doctorants, pour améliorer leur pratique de l'analyse économique avec cette matière importante qui est donc l'économétrie. Réunissant 300 participants, 207 présentations d'articles scientifiques, 18 conférences plénières et un panel, la FES 2024 sera marquée par des discussions sur la croissance démographique, l'éducation, l'industrialisation, le chômage des jeunes et des femmes et l'innovation technologique. Il y a 2 objectifs en effet. Le tout premier objectif qu'on vise, c'est actuellement d'amener la technologie de haut niveau au niveau de l'enseignement en Afrique. Donc la recherche, donc de former nos jeunes frères qui sont ici en Afrique. On a la mission d'avancer les techniques statistiques et mathématiques pour comprendre l'économie et d'avoir une vision rigoureuse de ce que se nécessite pour avoir des politiques économiques efficaces. Cette conférence représente une occasion de rassembler des meilleurs esprits de l'économie pour discuter des défis cruciaux de l'emploi en Afrique. Recruté en juin 2023 par la société Eni et ses partenaires ivoiriens pour les installations sous-marines liées à la phase 2 du gisement Baleine, l'entreprise américaine de fourniture de services pétroliers Baker Hughes a inauguré récemment sa base des opérations à Abidjan. Située à Vridi, cette base opérationnelle servira au stockage et à l'entretien des têtes de puits nécessaires pour l'exploitation du gisement Baleine, découvert en septembre 2022. Konena Norgo et Richard Akeke. C'est ici que seront désormais stockés et nettoyés tous les équipements indispensables à la production de gaz et de pétrole dans le gisement Baleine. Cette nouvelle base des opérations de Baker Hughes, inaugurée ce jour, est composée de 500 000 m² de dalles renforcées, un entrepôt de 6 000 m², une zone de lavage des têtes de puits, des bureaux et un parking. Un site acquis par Baker Hughes à la zone industrielle de Vridi grâce à ses partenaires ivoiriens, dont AGL Côte d'Ivoire. Engagé depuis plusieurs décennies en faveur du développement du secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire, AGL est donc honoré de contribuer à travers ses infrastructures, ses équipements et ses solutions logistiques au développement du secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire. Le soutien logistique apporté au projet Baleine et aux acteurs du secteur pétrolier et gazier démontre le savoir-faire de nos équipes locales dans la logistique pétrolière. Comme beaucoup de vous le savent, Baleine est le champ d'hydrocarbone le plus important découvert en Côte d'Ivoire et c'est un vrai privilège de participer à son développement. Baker Hughes, à travers ses équipes globales et notre engagement en Côte d'Ivoire, a optimisé la livraison d'équipements et de services en un temps record avec des arbres de production que vous pouvez voir sur votre gauche, délivrés en 11 mois et des structures importantes en 13 mois. L'ouverture offre donc une opportunité unique aux ingénieurs et techniciens locaux d'acquérir une expérience directe avec des technologies et des solutions de pont pour les activités offshore et onshore. Il s'agit d'une question essentielle pour nous, car nous nous engageons à maximiser les contenus locaux de tous nos projets. Recrutée en juin 2023 par le groupe Eni et ses partenaires ivoiriens, l'entreprise américaine de fourniture de services pétroliers Baker Hughes aura pour mission de mettre en place
des installations sous-marines liées à la phase 2 du plan de développement du gisement baleine. D'où l'ouverture de cette base des opérations à Abidjan, dont les autorités ivoiriennes espèrent bénéficier du transfert de technologies et de compétences aux nationaux. Il permettra le transfert effectif de technologies et l'emploi d'une trentaine d'ingénieurs et techniciens ivoiriens. La construction de cette infrastructure démontre donc l'engagement de Baker Hughes à œuvrer en faveur du développement d'une expertise locale, contribuant de ce fait à la promotion du contenu local. Ce contenu local, donc, pour lequel la plateforme numérique vient d'être déployée, comme nous le constatons, est une réalité. Cette cérémonie d'inauguration a pris fin par une visite des installations. Les rendez-vous du gouvernement, outil de communication déployé par le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG, a reçu le jeudi 6 juin 2024 à l'auditorium de la primature le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole Mamadou Coulibaly Sangafoa. La rencontre a permis au ministre de passer en revue la politique du gouvernement dans les secteurs dont il a la charge et de souligner les efforts de cette politique sur la bourse des populations. Les échanges ont tourné autour du thème politique minière, pétrolière et énergétique, enjeux, défis et perspectives. Pierre Tebeu et Marie Sissiri. Le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, Mamadou Sangafoa Coulibaly, était ce jeudi l'invité des rendez-vous du gouvernement. Invité à cette tribune, Mamadou Sangafoa a passé devant la presse et ses collaborateurs en revue les 3 sous-secteurs qui composent son département ministériel. D'abord, le secteur minier, qui a été érigé selon le ministre comme deuxième pilier de l'économie ivoirienne par l'État ces dernières années. Ce secteur minier s'avère un véritable pourvoyeur de richesses au niveau national et local et s'illustre d'après le ministre de fort belle manière par des chiffres en constante évolution. Le code minier, révisé par exemple, offre la possibilité de concilier les grands permis avec les autorisations artisanales d'exploitation minière. Les productions annuelles d'or, de manganèse et de nickel, pour ne citer que ces minéraux, se sont fortement accrues. L'exploitation minière artisanale à petite échelle connaît elle aussi un véritable essor. Les investissements annuels privés ont été multipliés par 6 entre 2012 et 2023 pour s'établir à 386 milliards de francs CFA au titre de l'année 2023. Les recettes fiscales perçues par l'État, quant à elles, se sont chiffrées à 372 milliards de francs CFA en 2023, soit près de 20 fois leur niveau de 2012. Le secteur de l'hydrocarbure n'a pas échappé à l'attention de Mamadou Sangafoa, avec une capacité de production estimée en 2027 à 150 000 barils jour. L'exploitation du gisement baleine récemment découvert permettra de porter la production nationale de pétrole à environ 200 000 barils jour contre seulement 30 000 barils jour à ce jour. La mise en œuvre de la loi sur le contenu local permettra à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens de véritablement bénéficier des retombées économiques de l'exploitation pétrolière dans notre pays. C'est un objectif majeur pour le président de la République et donc pour le gouvernement. Ainsi, l'attribution de blocs pétroliers à la compagnie nationale Petroci favorisera la montée en puissance de cette dernière dans l'exploration et l'exploitation pétrolière pour qu'à terme, la totalité des ressources de certains gisements pétroliers bénéficie à notre pays. Des questions-réponses ont mis un terme à ce rendez-vous consacré au secteur des mines, du pétrole et de l'énergie en Côte d'Ivoire. À cet exercice, le ministre a rassuré des perspectives dans les 3 secteurs qui sont prometteuses pour le pays. Un dynamisme salué par l'invité des rendez-vous du gouvernement. Une note de prestation de serment dans ce journal. 24 agents de contrôle de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire ont prêté serment
solennellement au tribunal de la première instance d'Abidjan Plateau. Cette assermentation vient les engager à exercer loyalement leurs fonctions de régulateurs du secteur de l'artisanat ivoirien. Walter Kofi et Ezekiel Siri. Ils devront faire preuve de rigueur, de probité et d'honnêteté dans l'exercice de leurs fonctions. Ces 24 agents de contrôle de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire viennent de prêter serment devant les hautes instances judiciaires du pays. Un geste qui traduit un engagement, celui de la loyauté, dans leur rôle d'agents assermentés pour les opérations de contrôle, de constatation des infractions et d'application de la loi dans le secteur de l'artisanat. 24 impétrants doivent aller sur le terrain parce que l'État de Côte d'Ivoire, l'espace UEMOADI, pour exercer un métier de l'artisanat, il faut être inscrit et enrôlé au registre des métiers pour avoir le statut d'artisan. Parce qu'il faut sortir que n'importe qui se lève et qu'il se proclame artisan. Donc l'artisanat, c'est un travail noble. Et quiconque ne peut se lever pour dire qu'il est magistrat, qui dit qu'il est policier ou gendarme. Avec eux ne peut être artisan qui le veut. L'une des réglementations du secteur est de se doter d'une carte du métier, chose qui devrait de plus en plus être respectée car ils ont quitus de contrôler sur le terrain une tâche qu'ils entendent mener à bien. On a un boulot à faire maintenant. On a du travail à faire maintenant. On a un recadrement des artisans de Côte d'Ivoire, vous voyez, et on sera sur le terrain pour faire un contrôle assidu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une réglementation à tout vent, mais on appelle tous ces professionnels-là à venir se faire immatriculer, identifier, parce que sur l'ensemble du territoire, nous allons procéder à des contrôles, même sur des chantiers, pour voir ceux qui se présentent comme des maçons, comme des électriciens, est-ce qu'effectivement ils ont cette qualité-là? La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire est une institution consulaire créée en janvier 1993. Elle représente les intérêts des opérateurs économiques du secteur de l'artisanat et des entreprises de métiers auprès du pouvoir public. Intéressons-nous à la filière cajou. Dans le cadre du projet de promotion et de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'Anacard, le Conseil du coton et de l'Anacard a organisé à l'espace Agora d'Abobo à Keikwa la cérémonie de lancement de la campagne de promotion de la consommation locale des produits dérivés de l'Anacard, dénommée Fête des mères en cajou. L'objectif était de sensibiliser les femmes aux multiples avantages de l'Anacard et encourager leur intégration dans l'alimentation. Eunice Bogou et Tima Traoré. La 3e édition de la Fête des mères en cajou tient ses promesses. La commune d'Abobo accueille après Cocody en 2023, durant 4 jours, la campagne de promotion de l'Anacard. La population d'Abobo, surtout les femmes, se verront présenter le cajou sur toutes ses formes. À cette occasion, la maire Kandia Kamara a exprimé sa joie devant ses administrés bénéficier de cette opportunité de renforcement de capacité. Nous avons beaucoup appris sur ce produit. Déjà ce produit qui faisait la fierté de la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur d'anacarde ou de noix de cajou au monde. Et ils nous l'ont dit, ils vont le répéter certainement, 3e pays transformateur. Donc ça veut dire que c'est un produit qui permet à la Côte d'Ivoire d'avoir de la richesse. Et c'est un secteur aussi où nous avons beaucoup de femmes. Et non seulement dans la production, mais surtout dans la petite transformation. Ça, c'est une information qui est importante pour nous, parce que nous avons beaucoup de femmes ici à Bobo, surtout beaucoup de jeunes filles. Et d'ailleurs, je voudrais encore les remercier. Les responsables, vraiment, ont marqué leur accord pour que nous puissions faire partie d'une centaine de jeunes filles d'Abobo, à Yamsokro, pour leur formation, afin que celles-là viennent ici à Bobo transformer la noix de cajou. Donc c'est vous dire que
c'est Madame le maire, c'est un maire ou une mère, si vous voulez, très heureuse qui reçoit vraiment cette caravane. Et cette caravane qui va rester ici pendant 4 jours. Et nous fêterons ensemble la fête des mères, donc avec le soutien du Conseil Coton Anacarde. Le directeur général du Conseil Coton de l'Anacarde est fier de cette stratégie qui vise à amener les femmes à transformer l'anacarde d'une part à consommer ses produits dérivés. Nous devons faire la promotion de la consommation de ce produit. Nous pouvons exporter, mais nous devons également faire émerger des consommateurs au plan national, de telle sorte à ce que la consommation puisse tirer non seulement la transformation, mais aussi la production. La fête des mères en cajou a refermé ses portes par la visite des stands de l'anacarde. Le mardi 4 juin 2024, un immeuble s'est encore effondré au carrefour Triangle 6 à la Riviera Palmeraie à Abidjan, faisant des victimes un décès et d'importants dégâts matériels. Informé, l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire s'est rendu sur le site du drame. Une visite qui a permis à la délégation de faire le constat et situer les responsabilités. Nous vous proposons d'écouter un extrait de la déclaration. C'est que nous avons cherché à voir d'abord s'il y avait effectivement un architecte qui était associé à ce projet, c'est le cas, et nous avons entendu cet architecte. Donc nous avons eu un certain nombre d'informations que nous sommes venus recouper sur le terrain pour voir si effectivement, dans le processus de mise en œuvre d'un projet de ce type, si toutes les différentes étapes ont bel et bien été suivies et qu'est-ce qui n'a pas marché, où le dysfonctionnement est apparu pour que nous arrivions à avoir cet avancement. L'architecte intervient depuis la conception du projet. Dès l'origine, c'est lui qui nous va donner les grandes orientations dans le format de réalisation. Mais il associe dans cette étape un certain nombre de corps de métiers spécialistes qui viennent l'accompagner dans la confection du dossier. Ici, nous sommes en phase de réalisation. Il s'agit donc d'une autre étape de mise en œuvre qui fait intervenir un certain nombre de sciences, de connaissances et également de méthodologies de travail. Et en tant que spécialiste, nous ne pouvions pas rester sans venir voir qu'est-ce qui s'est passé. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas tirer de conclusions hâtives. C'est un malheur qui est arrivé et nous sommes venus dans un premier temps présenter nos condoléances à ceux qui ont été touchés et dire que nous sommes avec eux. Il s'est tenu récemment à Grand Laou la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de l'ouvrage de stabilisation du cordon sableux et de l'aménagement de l'embouchure de Grand Laou à Brafédon, organisé par le ministère en charge de l'environnement à travers le WACA, Programme de gestion du littoral ouest africain, Côte d'Ivoire. Cette activité visait à informer les populations locales du démarrage des travaux et de les sensibiliser sur l'importance de ce projet pour le littoral. Michel Brou nous rapporte les faits. 69 millions de dollars, soit 33 milliards de francs CFA. C'est l'estimation des travaux de construction de l'ouvrage de stabilisation du cordon sableux de Grand Laou. À Brafédon, le temps a été donné par le Premier ministre. Le financement et le soutien technique de ce projet sont assurés par la Banque mondiale avec 47 millions de dollars, mais aussi l'appui technique de la République d'Espagne qui démontre l'engagement de ses partenaires internationaux dans la préservation de l'environnement côtier et le développement durable de la région. Je vous assure à nouveau, Monsieur le Premier ministre, que la Côte d'Ivoire est un pays clé, modèle pour la coopération financière espagnole que nous allons renforcer dans l'avenir. Le WACA à Grand Laou permettra de lutter contre l'érosion côtière et ainsi bénéficier largement les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et du commerce. Cette initiative permettra de préserver les plages de Grand Laou et de protéger les infrastructures et les habitations des communautés locales contre les risques d'inondation
de réguler le flux des eaux tout en préservant les écosystèmes côtiers fragiles et la biodiversité marine. Ce projet est le fruit de plusieurs années de recherche et de collaboration en vue d'apporter un soulagement aux problèmes des populations de notre littoral confrontées à l'érosion côtière. Ainsi, le programme de gestion du littoral ouest africain, appelé projet WACA, a été initié en réponse à la demande des pays du littoral de recevoir une assistance de la Banque mondiale et d'autres partenaires au développement pour les aider dans la gestion de leurs zones côtières. Si le président Hassan n'intervenait pas, là où Panda allait disparaître, les baies de la Guinée allaient disparaître. C'est pourquoi il m'a demandé de venir vous rassurer. Non seulement on va faire la première phase du projet, mais vous avez écouté l'ambassadeur d'Espagne, il y aura aussi la deuxième phase du projet. De sorte à ce que votre région devienne une grande richesse et une fierté pour la Côte d'Ivoire. Ce projet est accueilli avec joie par les populations locales. Les travaux de construction de l'ouvrage de stabilisation du cordon sableux de Grand Laou, dont le lancement s'est effectué, a débuté en 2019 pour s'achever en 2025. La réalisation du projet est prévue pour une durée de 11 mois. En image à présent, la République de la Corée du Sud va fournir 14 milliards de dollars américains de financement à l'exportation pour soutenir les entreprises coréennes qui investissent en Afrique. Une action qui augmente son aide publique au développement et qui va passer à 10 milliards de dollars d'ici 2030. Toujours en image, le ministère ougandais des Finances a annoncé la signature d'un accord cadre prévoyant un prêt de 500 millions de dollars de la Korea Exim Bank. Selon les autorités ougandaises, le financement vise à soutenir des projets d'infrastructure dans le pays sur la période 2024-2028. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur Business 24 Africa, votre télé utile.